tous. Merci messieurs pour votre accueil. Donc je suis Jean-Luc Farinet, je suis chercheur au CIRAD à Montpellier dans une unité de recherche qui s'intitule Recyclage et risques. Donc je vais vous parler des principes de compostage des déchets et effluents canniers. Alors dans cet exposé, je ne vous ferai pas l'article sur la matière organique, enfin l'article classique sur matière organique, nécessité, sol, etc. Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, au niveau de la recherche, l'absolue nécessité du maintien d'un taux minimum de matière organique dans les sols, surtout en zone tropicale, c'est maintenant un acquis et on considère qu'il n'y a plus vraiment à le défendre, mais qu'il y a surtout à l'appliquer maintenant. Donc c'est d'abord aussi, en dehors de cet aspect purement agronomique, un impératif aujourd'hui de compétitivité, de pouvoir recycler un maximum les éléments minéraux. Je ne reviendrai pas sur les difficultés économiques de la filière qui vous ont été évoquées un petit peu précédemment. Ces difficultés, elles entraînent la nécessité absolue d'accroître la productivité, mais aussi aujourd'hui de réduire des coûts de production, et toujours en s'assurant bien sûr d'une utilisation raisonnée des ressources et de la préservation de l'environnement, aussi bien au niveau physique que socio-économique. Donc la valorisation des déchets canniers disponibles au niveau de l'entité sucrière pour la production d'engrais minéraux peut être une des solutions pour améliorer cette compétitivité. Donc la fertilisation, aujourd'hui, on connaît les problèmes. Donc il y a une forte élévation des coûts des fertilisants qui a été constatée au début des années 2000. Certes, aujourd'hui, comme on le voit sur le graphique plus à droite, les choses se stabilisent un petit peu, mais on sait que de toute façon, à l'avenir, le coût des matières fertilisantes, notamment d'origine minière, sera toujours plus élevé. Et celles liées à la production d'azote de même, puisque c'est fortement dépendant de la production d'énergie, donc du pétrole. Alors face à cette problématique, mon exposé, je vais avoir deux parties. Une première partie qui va essayer de détailler un peu mieux ce gisement de minéraux au niveau de l'entité sucrière. Et puis une deuxième partie où on abordera un peu plus la problématique du compostage et de la manière d'arriver à valoriser ces différents déchets et sous-produits de la sucrerie. Donc d'abord, au niveau de ces gisements, deux grands types de gisements. Un gisement d'abord à l'usine, qui est bien connu, les écumes et cendres, qui sont souvent aujourd'hui utilisés en plantation notamment. Un deuxième volant de matière, ce sont les excès de bagasse que l'on peut constater de plus en plus aujourd'hui dans les sucreries, qui sont de plus en plus performantes sur le plan énergétique. Et donc, toute la bagasse n'est plus aujourd'hui consommée entièrement pour la production d'énergie, la production de vapeur. Et donc, on a des excédents de bagasse qui sont plus ou moins importants selon les entités auxquelles on s'adresse. Un autre produit, c'est la vinasse. Alors la vinasse, c'est toujours été un petit peu le problème de la filière canne à sucre. Malgré toutes les belles volontés qui ont pu s'afficher de part et d'autre, aujourd'hui, chacun sait que c'est très difficile de valoriser correctement la vinasse sur les périmètres sucriers. Donc on se retrouve souvent avec un produit où on essaye de diminuer sa quantité en l'évaporant dans des lagunes, et parfois marginalement on peut l'épandre après la coupe en plantation, dans certains cas avec des excédents de potassium qui sont assez notables, puisque toute la vinasse est épandue sur une faible superficie. La deuxième type de gisement, il est au champ, avec notamment tout ce que dans la suite de l'exposé, j'appellerais moi la paille de canne.
Alors paille de canne qui regroupe les tiges tombées, les bouts blancs, les fouets, feuilles mortes, feuilles vertes, alors qui vont être plus ou moins qui seront plus ou moins exportables de la parcelle en fonction des types de récoltes qui seront pratiqués. Alors, concernant les déchets d'usine, les propriétés des écumes et des cendres sont assez bien reconnues aujourd'hui, notamment dans les opérations de plantation, avec leur rôle, alors pas tellement pour leur forte concentration en éléments minéraux, mais plutôt pour leur rôle nématostatique et anti-boreur. Selon les sucreries, on va avoir aussi donc des excédents de bagasse qui vont aller de 30 à 65% en fonction des performances de la sucrerie elle-même et des chaufferies, bien sûr, en deuxième lieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait la valeur potassique très intéressante de la vinasse, mais on connaît aussi son problème, c'est sa très forte dilution. Si l'on tente une évaluation un petit peu de ce gisement au niveau des différents éléments fertilisants, on s'aperçoit que finalement, même si on arrive à mobiliser sur l'usine une quantité importante de potasse, l'équivalent azoté de ces différents déchets, résidus, en apport sur une parcelle est relativement faible. Pour une quantité effective qui est de l'ordre de 40 à 80 kg d'azote par hectare pour un rendement moyen de 100 tonnes hectare, vous voyez qu'effectivement, en valeur unité d'azote, on ne va pas dépasser une quinzaine d'unités au maximum. L'autre gisement, il est donc au champ avec une quantité de résidus de récolte qu'on peut mobiliser à concurrence de jusqu'à 26 tonnes de matière sèche à l'hectare en moyenne, pour un rendement toujours de 100 tonnes hectare. Alors bien sûr, au niveau du maintien de la fertilité des sols, la présence d'un minimum de paillis est favorable au sol, mais on rencontre des situations, des modes de culture qui font qu'il est parfois nécessaire d'évacuer un maximum de déchets végétaux de la parcelle. Et il y a encore des endroits où on brûle l'excédent de paille de canne, comme on l'appelle, qui se maintient sur les parcelles après les récoltes. Pour ces déchets végétaux, de même que pour les déchets d'usine, comme on l'a vu précédemment, l'azote va être peu mobilisable effectivement en apport direct et notamment à court terme. Et puis on va perdre une partie de cet azote par volatilisation. La difficulté pour cette paille de canne, ça a été toujours un petit peu de savoir comment on pouvait la mobiliser effectivement. Donc ici, je présente deux graphiques qui montrent la quantité effective en matière sèche à l'hectare que l'on peut espérer mobiliser sur des parcelles de canne à gauche dans le cas d'un brûlis, à droite sans brûlis, mais avec un dispositif qui permet de ne récolter que 50% environ de la quantité de déchets végétaux disponibles. On s'aperçoit que finalement, à la mise en balle à la fin, la quantité effective qu'on peut exporter de la parcelle sous forme de ces balles de paille de canne, elle est de l'ordre de 6-7 tonnes de matière sèche à l'hectare pour les parcelles avec brûlis, et elle n'excède pas 10 tonnes hectare environ pour les parcelles sans brûlis. La paille de canne a une faculté intéressante, c'est qu'elle sèche assez rapidement. Donc au cours de ces différentes opérations, on arrive à un taux de matière sèche qui est de près de 90%. Et puis par contre, on sait que les reliquats, les chutes de tiges de canne qui sont encore dans les balles, elles vont beaucoup moins
beaucoup moins séchées et subsiste un taux d'humidité au sein des balles de paille liées à la présence de ces tiges. On peut aussi se poser la question, au vu de ce gisement d'éléments minéraux, du pourquoi s'embêter à le mobiliser alors que il est déjà sur les parcelles et pourrait se dire on va essayer d'optimiser la façon dont on peut le restituer sur les parcelles sans forcément avoir à le récolter, le mobiliser, le transporter, etc. On voit ici que pour différents types de récoltes et différents types de collecte de la paille de canne, donc 3 types de récoltes et 3 types de collecte avec des taux de collecte qui sont entre 50 et 100%. On arrive à mobiliser quand même pas mal d'éléments minéraux intéressants, notamment au niveau potasse, au niveau du calcium, du magnésium et un petit peu quand même du phosphore. Par contre, on a toujours au niveau de l'azote, en équivalent azoté disponible pour la culture, un déficit qui est assez important. Alors justement, pourquoi donc le compostage? Le compostage, c'est justement au moment où on se pose toutes ces questions qui peut intervenir, si on a pour objectif d'abord d'améliorer la disponibilité de l'azote des déchets canniers, effectivement pour ensuite la culture. Si on veut essayer de favoriser la valorisation des vinasses, qui reste quand même un problème patent dans un grand nombre d'endroits aujourd'hui. Et puis, je dirais que la condition un petit peu qu'on peut s'imposer vis-à-vis de ce recyclage d'éléments minéraux, c'est de produire un engrais organominéral qui soit épandable facilement et sans contrainte supplémentaire importante par rapport à un épandage d'engrais classique en repousse. Alors ce compostage, comme vous le savez certainement, c'est un processus qui se déroule en 3 phases consécutives, qui sont caractérisées par une élévation de la température et une évolution classique du pH au cours de ce processus de compostage. Première phase, une phase de démarrage qui prend généralement quelques jours quand les conditions sont réunies. Ensuite, une phase active thermophile où on va atteindre des températures au cours de la minéralisation de plus de 60 degrés. C'est cette phase thermophile qui donne lieu aujourd'hui à la mobilisation de technologies avec toujours pour objectif d'essayer d'en raccourcir la durée. C'est-à-dire que l'apport de technologie au niveau du compostage va principalement avoir pour effet de réduire la durée de cette phase active thermophile. Ensuite, on a une phase de maturation que, sous climat tropical, nous jugeons incompressible, avec une durée de 2 mois minimum, pour arriver à un produit stable, comme on dit, à un compost mature, stable, facilement stockable, etc. Mais cet objectif, c'est un objectif de vendeur de compost. C'est pas forcément l'objectif d'un producteur qui va le réutiliser tout de suite au champ et qui n'a pas besoin forcément de cette stabilité très perfectionnée au niveau de son produit. On peut avoir les mêmes effets en recyclant directement le compost à l'issue de cette première phase active avec des effets tout à fait semblables. Les conditions opératoires du compostage, nous marquons aujourd'hui l'importance du mélange de départ. C'est-à-dire que si tout est fait au départ pour avoir un produit facilement compostable de par ses caractéristiques physico-chimiques,
il n'y a pas lieu de craindre des problèmes sur la suite du processus. Donc, quelques paramètres ici qui sont assez classiques, mais qu'on peut rappeler au niveau de ce mélange de départ. Alors, il y a toujours le problème de ce fameux rapport C sur N, le rapport carbone-azote. On sait aujourd'hui qu'on peut composter des déchets avec des rapports carbone-azote compris entre 20 et 70. Longtemps, on nous a dit qu'il fallait un carbone-azote à 30, de l'ordre de 30 à 40 pour avoir un compostage optimum. C'est surtout le rapport entre le carbone biodégradable et l'azote disponible qui doit être l'ordre de 30 à 35. Par contre, le carbone total et l'azote total, ça ne veut pas dire grand-chose sur le plan du processus de compostage ensuite. Un rappel également, c'est que la température à laquelle se déroule le processus thermophile n'est pas un paramètre du procédé, c'est une conséquence. La température qu'on atteint, elle est le fruit d'un équilibre entre la matière en compostage et le milieu extérieur. Et donc, c'est plus un indicateur de la façon dont se déroule le compostage, notamment de la cinétique de compostage, plutôt qu'un paramètre que l'on peut imposer. Le bilan matière du compostage, il est surtout marqué par une forte diminution de la teneur en eau et de la teneur, bien sûr, en matière organique. Donc, les éléments minéraux, a priori, si le compostage est mené dans des conditions, dans de bonnes conditions, ne changent pas entre le produit initial et le produit final, mis à part dans le cas de l'azote, où en fonction des conditions du compostage, on peut avoir des pertes qui peuvent aller jusqu'à 50% de la quantité d'azote initiale. Mais là encore, on peut agir au niveau des procédés sur certains paramètres pour éviter ce genre de perte au niveau de l'azote. Alors si on regarde maintenant comment on peut appliquer ce compostage aux déchets caniers, dans les différentes situations qu'on a pu rencontrer, on pense qu'il est souvent alors c'est pas des cas particuliers, c'est pas la généralité non plus, mais il est souvent préférable de valoriser énergétiquement l'excès de bagasse quand c'est possible à travers la production d'électricité pour la revendre sur le réseau. De même, il est souvent préférable de ne pas intégrer de cendres dans les processus de compostage en lui-même. Il est préférable de garder les cendres pour leur utilisation traditionnelle en plantation ou, en fonction des objectifs, de les rajouter ensuite au compost, mais pas de les introduire dans le processus. Alors, à partir de ce moment-là, on se dit, mais à partir de mes déchets à l'usine, quelle quantité de déchets végétaux je dois mobiliser pour arriver à composter l'ensemble de mes déchets d'usine. Donc là, il y a différentes simulations qui permettent d'évaluer justement ce type de mélange de départ et de caractéristiques du compost final. Donc, par exemple ici, dans le cas d'une récolte de la paille sur brûlis avec une récolte avec une mise en tas manuelle et récupération avec un loader, on s'aperçoit que toujours, on travaille toujours sur 1 hectare pour un rendement équivalent de 100 tonnes de canne. On ne doit mobiliser que 45% de ces déchets végétaux pour arriver à un mélange correct en départ, mélange initial correct pour le démarrage du compostable, avec 65% de taux d'humidité, un rapport entre le carbone biodégradable et l'azote disponible de l'ordre de 35. Et finalement, à partir de ces déchets, de l'ensemble de ces déchets, on arrive à produire environ 3 à 4 tonnes hectares de compost avec une teneur en éléments minéraux qui peut être intéressante, qui doit bien sûr être complémentée par des éléments minéraux directement dans le compost ou avec des apports supplémentaires. Voilà, c'était
à peu près l'ensemble de tout ce que je voulais vous dire au niveau du compostage des déchets canniers. Je vous remercie. Merci Monsieur Farinet pour cet éclairage. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci de vous présenter. Bonjour, Boris Galland, entreprise Ménard, fabricant d'équipements pour la valorisation des déchets organiques, donc broyeurs, retourneurs, tamis, etc. Nous accompagnons depuis peu cette tendance. Nous avons vu lors de vos présentations, et Éléphant Vert aussi, que la volonté de valoriser les ressources est importante. Nous avons déjà vendu maintenant des équipements de retourneurs au Brésil et au Pérou, dans la canne à sucre. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me solliciter pour connaître un peu mieux nos produits. Mais je suis intéressé, je connais un petit peu Ménard pour leurs équipements de compostage. Il est vrai que bon, nous, on est plus dans le domaine de la recherche. Notre rôle, c'est d'accompagner souvent des exploitants vers la valorisation des déchets organiques, mais le pas est souvent difficile à sauter. Et bon, malgré tous les efforts qu'on peut faire en ce sens, c'est pas aujourd'hui très répandu, notamment par exemple en Afrique. On a vu qu'il y avait des expériences naissantes au Sénégal, au Mali, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, en tout cas dans le domaine particulier des exploitations canne à sucre, on sent qu'il y a une marche qui est un peu difficile à sauter. Mais comme je l'ai dit au début de l'exposé, je pense que l'évolution des prix au niveau énergie et au niveau fertilisant va de toute façon les amener à prendre en considération nécessairement ce recyclage. Oui. Bonjour, donc Thibaut Vironex de l'AFCAS. Moi, j'avais une question là par rapport, bon, vous avez en partie répondu lors de votre réponse là, mais par rapport justement à l'application au niveau de la Réunion, notamment avec des petits planteurs. Donc, est-ce que pour l'instant déjà il y a des productions de compost, ou si on n'a pas, comment après le faire pour justement rassembler? Je pense que ça va se faire avec des plateformes de compostage, hein, parce que un petit planteur avec 1, 2 ou 5 hectares pourra difficilement faire son propre compost. Donc comment vous envisagez en fait la production de compost à La Réunion? Alors dans le cas particulier de La Réunion, effectivement, on se heurte en plus des difficultés classiques à au problème de la mobilisation des résidus de récolte, qui n'est pas évidente, notamment au niveau de ces petits producteurs, et même ensuite au problème de restitution de compost sur des parcelles cannes qui sont en petite superficie, dans des zones souvent très accidentées, ce qui ne facilite pas effectivement les choses. Mais La Réunion est aussi un terrain d'expérimentation assez fantastique. Il y a beaucoup de choses qui ont été testées au niveau de la valorisation notamment des résidus de récolte de la canne pour l'alimentation animale, avec les graphiques que je vous ai montrés sur les récoltes de paille en balles. Ça provient pour l'essentiel de données qui ont été établies à l'île de la Réunion. Alors aujourd'hui, je dirais que ce qu'on ressent, c'est qu'au niveau de la problématique environnementale sur les territoires, il semblerait que ça soit surtout toujours le problème de la vinasse qui soit mis en premier, au premier plan, hein, avec les problèmes de recyclage de cette vinasse. Il y a des choses qui ont été faites, mais ça reste du domaine expérimental, du domaine pilote. Et là encore, on a du mal à passer le pas pour aller vers la vraie grandeur. La seule chose qui a été faite aujourd'hui en vraie grandeur, c'est la méthanisation, hein, sur une des
des entités qui est là-bas. Malheureusement, la méthanisation ne résout pas le problème des éléments minéraux en excès qu'on rejette en mer, etc. Et la méthanisation, elle a permis de produire de l'énergie, de diminuer le taux de matière organique, mais les minéraux continuent, eux, à partir à la mer. Et donc là, on ne peut pas, dans ce cas-là, considérer que c'est une avancée au niveau du recyclage des éléments minéraux au sein de la filière. Merci. Sur la réunion, Bernard Sigmund peut peut-être nous ajouter quelque chose. J'ai pas vu où il était. Ah oui, Bernard. Trop tard, tant pis. Oui, non, je me cachais, mais bon, tant pis. Non, donc on a effectivement un travail au niveau de la filière canne en commun avec le CIRAD, donc ARCAN, sur justement l'utilisation des différents coproduits de la canne, mais aussi d'autres matières organiques issues des autres filières agricoles, en particulier des filières d'élevage, donc qui peuvent régler aussi un petit peu certains problèmes en particulier d'azote avec les déchets de production avicole, etc. Donc il y a un travail qui est lancé, qui a commencé cette année, avec la mise en place donc d'essais au champ pour valider justement les différentes possibilités de complément des différents éléments de matière organique, avec effectivement sur un territoire comme La Réunion un travail on va dire d'économie circulaire, donc d'essayer effectivement avec toutes ces matières organiques et tous ces matières fertilisantes qui sont produites sur place, éviter au maximum l'importation d'engrais donc minéraux de l'extérieur. Donc voilà, c'est un travail qui commence. Le CIRAD a commencé donc sur la partie amont depuis déjà quelques années. Et donc nous, on a lancé cette année des essais sur la partie applicatif au champ. Donc comme toujours en agronomie, il faut savoir être un peu patient et attendre un petit peu pour les résultats. Donc rendez-vous à la 22e ou 21e, 22e ou 23e journée de l'AFCAS pour les résultats au niveau des champs. Ok, on prend date sans problème, Bernard. Oui, Gervais Nicolas. Juste une petite remarque pour dire que, en fait, ce qu'on est intéressé, nous, c'est de voir cet apport de matière dans le sol et comment, prioritairement, la canne réagit à ça, quoi, parce que bon, c'est un peu ce que nous attendons. Ce que je dois dire aussi, le peu que j'ai côtoyé en termes de production de compost, dans des endroits où les sols sont quand même bien pourvus, la canne n'est pas le premier client, quoi. C'est plutôt les vivriers que ça intéresse. Et donc, pour bien valoriser son produit, il y a des gens qui sont disposés à l'acheter à un prix plus important que les producteurs de canne. La dernière chose que je voulais dire, c'est que le compost, en fait, c'est une question de logistique à un moment donné. Vous venez de parler des problèmes des planteurs de La Réunion. Mais même sur une société où vous avez une usine et un périmètre sucrier autour, se posent des problèmes de logistique. Et si elles ne sont pas bien orchestrées, je dirais, ça vous fait un compost très cher et probablement tout à fait pas économique pour les apports que ça peut emmener. Je pense que c'est un tout. Ce que le producteur de canne s'attend, c'est de voir un peu les résultats par rapport aux différentes formulations. Comment la canne en profite de ça, surtout dans des sols où la matière organique est faible. Et aussi de voir si on est assez bon en logistique pour qu'on ait un coût de revient du compost qui est abordable. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque, parce que c'est vrai que la logistique aujourd'hui, c'est l'élément clé du problème du recyclage des différents déchets qu'on a vus, tant au niveau de l'usine que la parcelle, c'est encore pire, parce qu'il y a l'aller et le retour. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu... Alors par contre, moi je vais pas je vends jamais d'augmentation du rendement par des apports de matière organique. Ce que je dis souvent plutôt, c'est si vous avez un bon rendement et que vous mettez de la matière organique, vous allez le conserver. Voilà, ça c'est le discours raisonnable qui me semble nécessaire de tenir aujourd'hui. Et à ce moment-là, peut-être on a souvent été trop loin peut-être dans la notion de produire du compost,
avec, j'en ai un petit peu parlé parce qu'on travaille un petit peu là-dessus, mais ce produit fini, mature, nickel, entre guillemets, qu'on met en sac et tout le monde est content. C'est pas forcément nécessaire d'aller jusque-là. On peut s'arrêter bien avant, donc diminuer les surfaces d'emprise des unités de compostage et essayer à ce moment-là de prendre plutôt le produit, étant donné que la campagne correspond avec la période de production. Il y a un léger décalage, mais c'est tout à fait envisageable de prendre le produit plus tôt pour le recycler directement en repousse, quoi. Donc il y a des petits aspects comme ça qui permettent de gagner un petit peu en logistique, mais c'est sûr que ça entraîne dans tous les cas quand même des coûts de transport qui sont aujourd'hui encore difficiles à supporter, mais n'oublions pas l'évolution qui est inéluctable sur le prix des engrais fossiles notamment.